Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis partie en me disant bon ok, il va y avoir la deuxième écho, il va y avoir un comité d'éthique, ils vont prendre leurs décisions, on va avoir la durée de réflexion. Enfin, je savais en fait, et je me suis accrochée à ça en disant à mon mari voilà, il va se passer ça, on va faire ça, avec l'immense tristesse, en disant mais pourquoi ça nous arrive. Enfin, c'était violent quoi. Je l'ai pas vécu comme ça en disant bon ok, on va faire ça. C'est juste qu'en fait, je me suis raccrochée ça en me disant je sais ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que j'étais chanceuse parce que justement, j'étais pas dans le brouillard par rapport à des parents nous, on avait le choc, mais j'avais pas le brouillard de derrière. Et en fait, le premier truc que j'ai dit à mon mari, c'est on est à 22 semaines, il sera dans le livret de famille. En gros, j'ai trouvé des éléments pour me dire dans mon malheur, j'ai de la chance. J'ai de la chance, il est dans le livret de famille, j'ai de la chance, on va avoir le congé maternité. Et là, pour le moment, je peux pas en parler, mais je sais qu'au fur et à mesure, ça deviendra une force. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, où je me suis rendu compte au fil des années jusqu'à quel point je pouvais témoigner de mon histoire pour accompagner les parents. C'est-à-dire qu'au début, il y a des fois, je disais juste si vous saviez comment je vous comprends. Et puis après, j'ai pu dire oui parce que ça m'est arrivé. Et puis après, voilà. Et au fur et à mesure que je me sentais prête de pas me laisser déborder par les larmes, j'ai accompagné comme ça. Et il se trouve que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu une maman qui avait accouché de jumeaux justement, dont un était décédé. Et où il y a eu lors des transmissions, je sais plus qui avait dit enfin bon c'est bon là, ça fait 3 semaines, elle va peut-être pouvoir s'en remettre et s'occuper de ce qui va bien. Et je m'étais dit mais c'est il y a un fossé entre ce qu'on pense du deuil et ce qu'on vit du deuil. Et en tant que soignant, il faudrait qu'on soit plus sensibilisés parce que du coup ça nous permet de nous rendre compte derrière la théorie de vraiment ce qu'on peut vivre en pratique. Pour l'avoir vécu moi personnellement, je me suis rendu compte que le soutien, des fois il est dans une main qui est posée, il est dans le fait de s'asseoir alors que t'as pas le temps. Ça c'est un truc que je faisais déjà, mais ça m'a confortée dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'en réa on court tout le temps, mais rentrer dans une chambre et s'asseoir face à la maman, même si t'es assis que 2 minutes, ça change l'accompagnement que d'être resté debout la main sur la porte. Et ça on te l'apprend pas à l'école en fait. Alors si, on va t'apprendre un peu l'attitude du soignant, mais on va t'apprendre un peu comment on écoute et tout. Alors peut-être que maintenant on l'apprend un peu plus, mais... Donc ça m'a changé dans ma façon... Enfin, ça m'a conforté que l'accompagnement, c'était aussi avec un regard, avec une main posée au bon moment, en fonction des besoins de la personne en face. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être touchés, mais voilà. Ça a vachement joué. La frontière est ténue entre la vie et la mort. Toute personne qui vit un deuil périnatal le sait. La grossesse, c'est la vie, l'avenir et les projets, et il suffit d'une fraction de seconde pour que tout s'arrête. C'est le petit cœur qui ne bat plus, des saignements qui donnent l'alerte, une image sur une échographie qui met à mal tous les espoirs. Marie le sait bien que cette frontière est mince, car pendant des années, elle a travaillé en réanimation néonatale. La réa néonate, comme on dit, c'est le territoire même où rester en vie, survivre et vivre relève du combat. Parce que les obstacles sont énormes pour les petits prémas qui sont notamment pris en charge. Alors on se bat et puis parfois il faut se rendre à l'évidence. C'est fini. C'était trop grand, c'était trop gros, trop colossal. Le défi de la vie qui se poursuit, on ne pouvait pas l'emporter, malgré l'amour et la médecine. Alors Marie, c'était cette puéricultrice qui accompagnait la vie, mais aussi la mort. Car oui, on les accompagne, ces tout petits bébés, ces tout petits combattants à la vie courte, à la vie trop courte, mais remplie.
La frontière est tellement fine, invisible parfois. Et puis un jour, Marie, elle a vu cette frontière s'effondrer complètement, au plus profond d'elle-même. C'était sa 2e grossesse, son 2e petit garçon. Un bébé né sans vie, parce que oui, on peut même mourir avant de naître. Cette fois-ci, Marie, ce n'est plus la soignante qui accompagne les bébés des autres, c'est la maman qui accompagne son enfant. Et je sais que Marie, il y a une citation qu'elle aime bien. On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, qui a écrit ces mots. Eh bien, tous ces bébés qui ne sont plus là, Marie les voit, avec son cœur de maman, avec son cœur de soignante. Et elle a à cœur, Marie, de leur parler à ces bébés, mais aussi d'en parler de tous ces bébés. Au revoir podcast, épisode 46. Marie, accompagnée avec son cœur. Dans cet épisode, c'est la voix de Marie que vous allez entendre. Marie, elle a une 40aine d'années, elle vit en région parisienne avec son mari, Donatien, et leurs 2 enfants. Gaëtan, qui aura 14 ans dans quelques mois, et Valentine, bientôt 10 ans. Et entre deux, il y a eu Gabriel, né sans vie, en avril 2013. Le deuil périnatal, Marie l'a accompagné avant de le vivre. Puéricultrice, elle a travaillé pendant de nombreuses années en réanimation néonatale. La réa, pour elle, c'était un coup de cœur. Moi, en fait, j'ai fait 1 année de médecine avant d'être infirmière. Je voulais faire de la réanimation, être pédiatre. J'étais partie dans ce truc-là. Du coup, je m'étais dit: «Bon, ouais, je vais faire Necker», enfin voilà, enfant malade, et puis finalement, j'ai atteint mes limites lors de cette première année de médecine et donc je me suis, réorientée vers, infirmière et puis, en fait, pendant mes études d'infirmière, moi, j'étais très, très curieuse et j'aimais bien tout ce qui était un peu technique et tout, donc j'ai adoré mes stages, de réa adulte. J'ai adoré faire du SMUR, j'ai bien aimé les urgences, enfin voilà, j'aimais, ce côté-là où ça bougeait, le côté technique, le côté faut réfléchir vite et j'ai fait un stage en néonat qui m'a beaucoup plu et qui m'a, donné mon thème de mémoire de fin d'études d'infirmière sur le fait de parler aux bébés pendant qu'on faisait les soins. C'est-à-dire pourquoi on leur parlait quand on leur donnait le biberon et que tout d'un coup, quand on faisait un soin, plus personne parlait. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus et puis à la fin de mes études d'infirmière, j'avais pas envie d'en rester là. J'avais envie de me spécialiser parce que je trouvais que c'était un peu juste. Et donc, il y a 3 spécialisations. Il y a anesthésiste, infirmière de bloc et puéricultrice. Et donc, puère, bah, pourquoi pas? Puère, c'était sympa aussi. Enfin, voilà, je me suis dit, bah, je vais faire ça, en fait. Je crois que ça me convient bien. Et donc, j'ai passé les concours de puère. Si je les avais ratés, j'avais une place en réa adulte. L'hôpital m'avait acceptée. Et donc j'ai eu mes concours, donc je suis partie dans l'univers de la puériculture et j'ai refait des stages en réa et ça m'a énormément plu. Et donc quand j'ai voulu choisir après un poste, bah, j'ai cherché des postes de réa pédiatrique. Pendant une 15aine d'années, Marie travaille donc en réanimation auprès de bébés prématurés, certains sont nés à 5 mois, 5 mois et demi de grossesse, mais aussi auprès de bébés nés à terme et en urgence vitale quand ils viennent au monde. Un monde sur le fil, la réa. C'est l'espoir et la peur et l'incertitude en même temps, la vie et la mort qui se frôlent, tandis que des parents font connaissance avec leur enfant, parfois minuscule, dans un univers ultra médicalisé. Et dans ce monde, les soignants et les soignantes, et en particulier les puéricultrices, jouent un rôle essentiel. Car en réa, on ne fait pas que soigner, on accompagne. On accompagne les bébés et leurs parents. Pour moi, être puéricultrice, en fait, c'est envisager les soins d'une façon plus globale, en fait, et justement se détacher de ce côté technique. C'est-à-dire qu'en gros, oui, il y a de la technique, mais quand je pense à l'enfant, en fait, je pense pas que à l'enfant ou son soin technique, je pense à l'enfant dans son environnement, avec ses parents, avec sa fratrie. En fait, je me suis vraiment retrouvée dans cette profession. Enfin, je crois que je me suis épanouie parce que j'avais ce côté technique qui me plaisait beaucoup. J'avais envie d'apprendre à perfuser, j'avais envie que les médecins m'expliquent les échos, j'avais envie qu'ils me montrent comment ils intubaient, enfin les trucs vraiment très techniques. Et en même temps, mon plaisir de travailler, c'était d'accompagner les parents dans ces soins techniques-là. C'est-à-dire, c'était de toujours permettre que les parents y trouvent leur place auprès de leur bébé, qu'ils se sentent parents. Et parfois, c'est leur permettre de trouver leur place, et c'est, en tant que soignant, trouver les bons gestes, alors que la mort frappe à la porte de la chambre. Trouver les mots aussi, pour les parents
et pour les bébés, parce que Marie, elle aime aussi parler aux bébés dans ces moments-là. Je voulais pas que les parents regrettent de ne pas avoir fait quelque chose. Donc j'essayais de leur proposer et de les aider pour pas qu'ils puissent regretter de pas l'avoir fait après. Par exemple, de prendre dans les bras, d'accompagner les derniers moments quand l'enfant va s'éteindre, etc. De leur dire, mais vous voulez le prendre dans les bras? Il y a des parents pour qui c'était trop dur et je leur disais, mais je vais vous accompagner, faire leur montrer, alors pas forcer, parce que c'est important de pas forcer, mais mettre en place tout ce qu'il fallait pour que cela puisse être possible pour eux, pour qu'ils ne regrettent pas après de pas l'avoir fait. Mais en fait, moi, j'ai les couveuses qu'on utilise maintenant en réa, alors pas sur des soins intensifs ou de la néonate, mais vraiment de la réa, c'est des couveuses qui s'ouvrent. Et donc, il faut aussi changer d'angle. Ça veut dire que des parents qui peuvent pas prendre dans les bras, si le bébé peut pas venir aux parents, les parents peuvent venir au bébé. Donc, en fait, moi, je baissais les couveuses, j'ouvrais toutes les portes, surtout que maintenant, les super dernières couveuses, elles chauffent même quand les portes, elles sont ouvertes. Et donc, en fait, je proposais aux parents d'aller faire un câlin sur leur bébé. Donc, il y a toujours une façon de permettre de créer le lien. Et c'est vraiment comme ça que moi j'envisageais ma pratique. De toujours, enfin, c'est comme ça qu'on m'a élevé à l'école de PR. Et je trouve que élevé, finalement, c'est pas mal comme terme. C'est dans les deux sens. De comment trouver toujours la possibilité de rapprocher le parent de son enfant pour favoriser le lien avec lui. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état du bébé, l'état des parents, il y a toujours une façon de faire ça pour créer une histoire, même si elle dure 3 jours. Elle a duré 3 jours et on a ces temps-là qui restent et qui sont importants pour la suite du processus. Moi, pour moi, c'était important. Je voulais pas qu'il regrette après en disant j'aurais dû le prendre. Il y avait tellement de culpabilité, je voulais pas rajouter en plus de ça de dire j'ai pas réussi à l'accompagner. Mais après, d'accepter aussi qu'il y ait des parents que ce soit impossible pour eux et qu'ils aient besoin de sortir de la pièce quand ça s'arrête. C'est-à-dire, en gros, ne pas forcer quelqu'un à rester si c'est pour lui, c'est impossible. Votre place, elle est auprès de votre bébé. Non, votre place, elle est là où vous avez besoin d'être. Si là, c'est trop dur pour vous, papa, il reste et vous sortez, ou alors vous sortez, c'est la grand-mère, ou alors je sais pas. Mais voilà. Et dans ce cas-là, s'ils étaient pas là, moi, je prenais cette place-là pour que ce bébé, il parte pas tout seul, en fait. Pour l'accompagner, voilà. De la même façon qu'on accompagnait tous les enfants. Moi, je parle à tous les bébés, en fait. Donc, c'était comme un accompagnement pour qu'il s'endorme ou pour la douleur ou parce qu'il est agacé ou voilà. C'était cet accompagnement-là et ça nous permettait, nous aussi, soignants, je pense, d'accompagner et de faire ce deuil-là du bébé parce que finalement, c'est un deuil. Alors, c'est pas du tout le même pour les soignants. Donc, du coup, comme on n'arrive plus à l'accompagner vers la vie, eh ben, on va l'accompagner doucement vers le décès, en fait. Et après, pour moi, c'était important de finir. Ça veut dire que même si c'était la fin de mon service, je partais pas. Mais on était toutes comme ça, hein, c'est pas moi. En fait, toutes les filles qui accompagnaient les deuils, de dire il y a l'équipe qui est là pour la relève. Ah ouais, mais non, enfin, je finis. Je finis jusqu'au bout ce que je fais. Je finis l'accompagnement. Pour moi, c'était important de pouvoir faire ce bain que les parents n'avaient pas forcément pu faire ou de les accompagner pour le faire et tout. Voilà. Puis après, d'installer bien, de permettre d'être dans un coin de recueillement, de pouvoir faire venir les familles, voilà, de mettre des verres d'eau à disposition, enfin des trucs tout bêtes, mais qui permettent de tenir un peu le coup et voilà. Comment envisage-t-on sa propre maternité et comment vit-on sa grossesse quand on travaille auprès de bébés nés trop tôt, quand on sait que toutes les grossesses ne durent pas 9 mois et que certains enfants nécessitent des soins d'urgence à peine nés? C'est la question que j'ai posée à Marie. Son fils aîné, Gaëtan, est né à l'automne 2010, et puis après avoir dit au revoir à son deuxième fils, elle a eu une petite fille en 2014. Et Marie le dit elle-même. Dès sa première grossesse, elle a ressenti un peu de stress. C'était step by step, étape par étape. Quand j'ai été enceinte, j'ai compté les semaines. Mais en même temps, c'est vraiment l'ambiguïté. J'ai adoré être enceinte. Moi, la première écho, alors oui, c'était chouette, on va voir le bébé bouger. Bien sûr, et c'était un moment formidable. Mais en gros, je savais quoi. Je savais alors et le tibia et le machin et la clarté nucale, d'accord, et assez de liquide et comment sont les artères. donc en fait, j'ai compté les semaines. Et en me disant, pour la première grossesse, en me disant, bah là, s'il naît, il sera sur le livret de famille. Là, s'il naît, on va réanimer. Là, on a passé 28, c'est cool, j'ai moins de séquelles. Là, on a passé 30, c'est super. Là, on est 32, rien. Là, il est 34, il aura besoin d'une petite sonde. On est 37, tout va bien. Donc, mais en même temps, c'était une façon, c'était pas une angoisse, c'était une réassurance. C'était un check, quoi. Check, on a passé ça, check, on a passé ça.
Et voilà. Et après, la question de se dire quand est-ce que je m'arrête et de ne pas culpabiliser, de s'arrêter de bonne heure. Moi, je me suis dit qu'à partir du moment où je commençais à atteindre le terme des bébés dont je m'occupais, fallait peut-être que j'arrête. Donc en gros, de m'arrêter vers 25. Il fallait pas faire passer les autres avant soi-même et que je voulais pas prendre le risque de me retrouver moi avec un bébé préma parce que je m'occupais des prémas des autres en fait. Et puis je me souviens vraiment cette maman, je me revois, j'ai des images de cette maman qui venait d'accoucher, qui me disait c'est tellement tôt, j'ai pas eu le temps de ressentir ma grossesse et j'étais au même terme que elle venait d'accoucher et où je me disais mais effectivement en fait si moi j'accouche aujourd'hui, j'ai pas eu de grossesse parce que tant que j'ai travaillé, bah si, j'ai profité de ma grossesse mais en gros, je comprends ce qu'elle vit quoi. Si je devais accoucher là, effectivement, j'aurais pas eu de grossesse. Et du coup, c'est à ce moment-là où c'est important que les collègues, elles disent: «Si, vas-y, t'inquiète pas, arrête-toi» et où ce que moi j'ai fait après avec mes collègues, de leur dire: «Mais on s'en fout, tu feras pas 8 grossesses dans ta vie, arrête-toi, tant pis pour le service et puis on se débrouillera» et c'est comme ça, chacune son tour, on se débrouille pour que les autres, elles puissent s'arrêter. Première grossesse, premier petit garçon. Gaëtan vient au monde. Et un peu plus de 2 ans plus tard, c'est l'envie d'un deuxième bébé. Très rapidement, Marie est de nouveau enceinte. Tout se passe bien. Marie et son compagnon, Donatien, commencent l'aptonomie pour déjà nouer un lien avec leur bébé. Le fameux lien que Marie, en tant que puéricultrice, aime tant favoriser et tisser entre les enfants et leurs parents. Et puis vient le moment de la deuxième échographie. Nouvelle étape dans cette grossesse. Pendant le suivi, moi, je posais beaucoup de questions parce que j'aime bien comprendre ce qui se passe et tout ça. Et à un moment, il y a eu un trop gros moment de silence. Et du coup, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci, quoi. Et donc, elle me disait, on vérifie, oui, c'est un peu, voilà. Et puis, elle a fini par nous dire, il y a un souci, quoi. Il y a une anomalie cérébrale, il y a quelque chose qui va pas. Et donc là, ça a été, c'était un choc, quoi. Ça a été, comme toutes les annonces qu'on peut avoir à différents moments, la sidération, le choc, enfin l'état de choc. On est sorti de là. En plus, c'était un vendredi soir, il était super tard, donc elle voulait un contrôle, un deuxième avis. Donc elle s'est démenée alors qu'il était 19h pour réussir à contacter l'hôpital, pour que je puisse avoir un deuxième avis le lundi ou le mardi suivant. Enfin voilà. Et donc du coup, on était, c'était dur quoi, c'était vachement dur. Et puis du coup, je suis retournée chez ma copine qui gardait notre fils pendant ce temps-là. Et donc c'est la première à qui on me l'a dit et où elle m'a dit, enfin d'un coup elle s'est vidée aussi et elle m'a dit qu'en fait elle avait vécu une IMG. Enfin, je le savais pas en fait. Donc pareil, elle m'a dit bah ça m'est arrivé en fait, je comprends ce que tu vis. Enfin voilà, donc ça m'a fait du bien. Enfin, voilà, c'était bien. Et puis le week-end qui a suivi, bah, du coup, on a demandé à mes parents de garder notre grand pour nous pouvoir souffler, quoi. Enfin, on se sentait pas de s'occuper de lui, en fait. C'était trop violent, on avait besoin de faire le point. Et en fait, bah moi, je crois que je me défends dans les moments de difficulté, je me défends en étant active, en réagissant. Enfin, faut trouver des solutions, quoi. Et donc là, il y avait pas de solution. Elle nous avait dit qu'on allait faire une deuxième écho, mais clairement, il n'y avait pas de doute. Enfin, il y avait un problème au niveau du corps calleux qui était mal formé ou qui était absent. Enfin bref, du coup, c'était clair, quoi. C'était pas un petit doute. Peut-être qu'il y a une hémorragie, tout. C'était vraiment assez clair. Enfin, ouais, je suis partie en me disant: «Bon, bah, OK, bah, il va y avoir la deuxième écho, il va y avoir un comité d'éthique, ils vont prendre leurs décisions, on va voir la durée de réflexion». Enfin, je savais, en fait et je me suis accrochée à ça en me disant à mon mari: «Bah, voilà, il va se passer ça, on va faire ça», avec, l'immense tristesse en disant: «Mais pourquoi ça nous arrive?» Enfin, c'était violent, quoi. Je l'ai pas vécu comme ça en disant: «Bon, bah, OK, on va faire ça». C'est juste qu'en fait, je me suis raccrochée ça en me disant: «Je sais ce qui se passe». Enfin, moi, j'ai toujours considéré que j'étais chanceuse parce que justement, j'étais pas dans le brouillard par rapport à des parents nous, on avait le choc, mais j'avais pas le brouillard de derrière. Et en fait, le premier truc que j'ai dit à mon mari, c'est: «On est à 22 semaines, il sera dans le livret de famille». En gros, j'ai trouvé des éléments pour me dire: dans mon malheur, j'ai de la chance. J'ai de la chance, il est dans le livret de famille, j'ai de la chance, on va avoir le congé maternité. Ce serait trop simple de dire que d'un côté, il y a Marie la soignante, la puéricultrice, et de l'autre, Marie la maman. Parce qu'à cet instant-là, en tout cas, la soignante et la maman ne font plus qu'une. Marie et son compagnon sont adressés dans l'hôpital où Marie travaille, un lieu familier qu'elle connaît. Le protocole, elle le connaît. Les questions à se poser avant de prendre une décision, elle les connaît. Mais vivre l'attente, les 10 jours d'attente avant l'accouchement, c'est encore autre chose. Parce qu'à la fin de cette attente, il y a l'accouchement, oui, mais il y a aussi une rencontre. Et cette fois-ci, Marie ne portera pas sa blouse. En ce début du mois d'avril 2013, elle sera de l'autre côté. Là, le seul choix, c'était est-ce qu'on mène la grossesse et on fait du soin palliatif à la naissance? Et j'avais eu un bébé dans ce cas-là,
dans le service. Donc je savais que je voulais pas ça. Pour moi, c'était trop de douleur pour tout le monde, en fait, de mener à terme la grossesse et d'accompagner le décès derrière. Et il y a eu 10 jours, en fait, entre l'écho et la suite. Et donc les 10 jours, on a trouvé que c'était très long, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin, c'est comme pour les arrêts de soins, il faut trouver le temps nécessaire pour assimiler. Il faut pas que ce soit fait le lendemain. Moi, j'en suis persuadée que tu peux pas. Il faut un temps de cheminement quand même, de se rendre compte de ce qui se passe et tout. Et donc, en fait, je me souviens, il y avait le week-end de Pâques entre temps, et c'était dur de faire la chasse aux œufs avec le grand, d'être avec la famille, d'être enceinte, mais de te dire, je suis enceinte, mais ça va s'arrêter, quoi. Et je sais que ça va s'arrêter, et voilà. J'ai vu avec mon conjoint pour qu'on choisisse ce qu'on voulait faire. Je lui disais, bah voilà, ça va se passer comme ça. Il faut qu'on voit si on veut un prénom. Alors après, la cadre nous avait aussi expliqué tout, hein, de ce qu'on pouvait faire. Il fallait réfléchir si on voulait un enterrement, pas un enterrement, ce qu'on voulait. Voilà. Et donc, du coup, on y a réfléchi ensemble. Et on a pris des décisions qui nous convenaient à tous les deux. Donc, de se dire, on ne veut pas d'enterrement parce qu'en fait, pour nous, ça n'a pas de sens. Il n'a pas vécu. C'est pas un bébé qui est né et qui est décédé après. Et en fait, on voulait de la légèreté. Donc, on préférait le jardin du souvenir qui puisse s'envoler. Enfin, voilà, on était dans la légèreté, quoi. Le prénom, pareil, on s'est dit, alors on n'est pas dans des trucs d'ange, etc., mais en même temps, on trouvait que Gabriel, c'était bien parce que c'était joli comme prénom et que c'était pareil, léger pour qu'il puisse. On voulait mettre de la légèreté dans tout ça, en fait. Je savais exactement à quoi il allait ressembler, puisque j'avais l'habitude d'accueillir des bébés de cet âge-là. Donc du coup, c'était beaucoup plus clair. C'est vraiment, il y avait moins de brouillard, je pense, par rapport à d'autres parents qui, en plus de tout le choc, la difficulté de la situation, tâtonnent. En fait, moi, j'avais pas l'impression de tâtonner. J'avançais dans des étapes comme un protocole, en fait. Sauf qu'au lieu, un peu ce regard de soignant sur moi patiente, quoi. Moi soignante qui me regardait, moi patiente, et qui accompagnait aussi, enfin qui accompagnait si moi soignante qui accompagnait mon mari patient aussi, en lui disant, bah, tiens, on va faire ça, enfin voilà. À la fois soignante et patiente. Mais même quand on sait à quoi s'attendre, eh bien, on vit quand même des choses qu'on n'aurait jamais imaginé vivre. Quand on traverse l'épreuve de l'IMG, vient ce moment, en fonction du terme de la grossesse, où l'on va endormir le bébé, où l'on va arrêter ensuite le cœur du bébé. Ça ressemble à une amniosynthèse, mais ce n'est pas une amniosynthèse. L'aiguille, elle se loge directement dans le cordon ombilical. Et après ça, tout est fini d'une certaine manière. Ce moment, pour Marie, c'est l'impensable, c'est l'indicible, c'est l'indescriptible. C'est la violence la plus crue d'un instant qui précède la relative douceur de l'accouchement et de la rencontre. Ce moment d'injection dans le cordon, etc., ça a pris énormément de temps parce que le cordon bouge et que c'est compliqué. Et toi, tu es de l'autre côté du champ et tu ne sais pas ce qui se passe. Ben moi, je savais ce qui se passait. Mais je me disais, punaise, les mamans qui savent pas, enfin, elles doivent se poser 1000 questions. Déjà que moi, je m'en pose 1000 et que je trouve ça long, quoi. Et donc, ce moment d'injection, ça a été très, très difficile. Et ils voulaient faire sortir mon mari. Et en fait, je leur ai dit, ah, mais non, 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 c'est pas possible, quoi. Et parce que c'était moi, ils l'ont laissé. Et ça m'a sauvé la fille qui reste. En fait, c'est dur quand j'y pense. Parce que j'ai trouvé que c'était hyper violent. Et je me suis dit que c'était pas normal de vouloir faire sortir le papa à ce moment-là. Et qu'en fait, le plus dur pour moi, ça n'a pas été la naissance, c'était l'arrêt du cœur. Et où on le sait pas. Et où j'essayais de regarder le scope et d'écouter pour savoir quand est-ce que le cœur allait s'arrêter. Parce qu'en fait, les soignants, ils veulent protéger. Et ils le disent pas. Alors que pour moi, c'était important de savoir quand est-ce qu'il arrêtait de battre. Parce que c'était vraiment le moment du décès, pas la naissance. Et en fait, que mon mari reste, ça a été un super cadeau. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, toutes ces mamans qui vivent ça toutes seules, quoi. C'est insupportable. Et c'est quoi le risque de laisser un papa à côté? Enfin, ils ont peur de quoi? Ils ont peur que le père, il pète un câble? Enfin, il y en a toujours des gens qui, c'est trop dur pour eux, et puis ils pètent un câble. Mais là, ça a duré 20 minutes avant qu'ils arrivent à piquer correctement. Et je me disais, s'il avait été tout seul dans le couloir pendant 20 minutes, à pas savoir ce qui se passe, si je vais bien, et moi toute seule de l'autre côté du champ, j'ai pas besoin de la main de l'infirmière, j'ai besoin de mon mari en fait. Et c'est ce moment-là, enfin, il est complémentaire de la naissance et de l'accouchement. Et c'est vraiment un truc, c'est de toute cette histoire, c'est le moment le plus violent, en fait, pour moi. Parce que c'était le moment pour moi qui était c'était là où on arrête, en fait. Du coup, je comprenais pas qu'ils laissent pas les couples ensemble. Et une fois que ça a été fait, et ben j'étais bien, en fait. J'étais soulagée parce qu'en fait, ça y est, c'était fait.
Et après je passais dans l'accompagnement, du deuil et de l'arrivée et tout ça. Je retrouvais d'autres marques, en fait, et où je savais que, voilà, sauf qu'au lieu d'être soignant, j'allais être maman et que j'allais l'accompagner, comme j'avais envie. Et en fait, mon accouchement, c'est un super souvenir. Pour moi, c'est un magnifique accouchement où j'ai senti les contractions, mais sans avoir mal, et où le bébé, il est sorti, je l'ai senti sortir, et du coup, et bah, c'est pour ça que le moment où ils ont injecté, pour moi, c'est très difficile, mais la naissance, en fait, c'était super. Parce que je me suis sentie forte, parce que j'ai bien aimé comment il naissait, et cetera. Après la suite, ça a été très, très émouvant et voilà, mais c'est pareil, on voulait des photos, donc on a fait des photos, on a fait des photos de nous 3, on avait ce qu'on voulait, on avait une petite couverture, on avait laissé une photo avec un petit mot, et c'était, celle que je connaissais qui s'occupait de lui. La cadre, en fait, s'est débrouillée pour être disponible, et c'était elle qui avait fait naître mon aîné déjà. Et donc ça, c'était bien, c'est un beau souvenir, et puis de pouvoir faire, la séparation au bon moment, de savoir quand est-ce qu'on leur donne à l'équipe, quand est-ce qu'on se sépare vraiment. De se dire comment on sait le temps. Moi, j'avais dit à mon mari: «Je veux pas, je» j'ai déjà rencontré des bébés décédés, donc je savais comment ça se passait. Enfin, c'est très technique, mais je savais, la couleur de la peau, comment elle change, je savais la température du corps, je savais plein de trucs, que les gens ne savent pas, en fait. Et donc du coup, bah, j'ai dit à mon mari: «Voilà, il faut qu'on fasse attention parce que je veux garder ce souvenir-là, et quand il va commencer à être un peu trop froid, on va voilà, il faudra un moment, voilà». Et c'est lui qui m'a aidée aussi à me dire: «Bon, on arrête maintenant», voilà. Mais ça s'est passé comme on avait envie. Donc ça, c'était top. C'était vraiment bien. Et il faut finir par rentrer, par retrouver la maison, par retrouver Gaëtan. Gaëtan encore petit, mais Gaëtan qui comprend tout et à qui il faut donc expliquer ce qu'il s'est passé. Dès le début, pour moi, il était clair qu'il fallait pas qu'il y ait de secret, qu'on lui avait expliqué qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur, et donc il fallait lui expliquer que ça serait plus le cas, qu'il ne fallait pas s'interdire les questions, qu'il fallait répondre à tout, et surtout, j'ai décidé d'avoir des mots qui étaient simples, précis, mais vrais. Ça veut dire qu'on a évité le «il est parti, il s'est envolé, il est monté au ciel», enfin non, il est mort. Il est mort. Son cœur a arrêté de battre. Il ne peut plus respirer. Alors après, j'ai été, mollo dans le comment, le cœur avait arrêté de battre, parce que c'est un peu violent aussi quand même, et puis il était petit, hein, mais de dire: «Il peut pas vivre, il manque quelque chose dans son cerveau». Du coup, heu, je crois que je lui avais dit: Je vais devoir accoucher parce qu'il peut pas rester dans mon ventre puisque ça va pas. Donc comme il peut pas rester dans mon ventre, je vais accoucher, mais du coup, comme il est trop petit, il pourra pas vivre. Donc oui, il va naître, mais il va voilà. Et puis, donc de le rassurer: «C'est pas ta faute», moi, c'était un truc, que je faisais déjà avec les grands frères de Préma, hein, de dire, comme pendant les grossesses, on n'arrête pas de dire, «Fatigue pas maman, attention, gna 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 gna», de dire: «Ce qui se passe, c'est de la faute de personne». Et de lui dire: «Nous, on est très, très tristes. Maman, elle va pleurer, mais c'est pas de ta faute, papa aussi, mais voilà, et puis si tu as envie de pleurer avec nous, tu pleures avec nous, mais si toi, tu es pas triste, bah, c'est normal, tu as le droit de pas être triste et on va continuer, voilà». Et j'ai ce souvenir-là, et juste de répondre aux questions. Après, le souvenir que j'en ai, moi, dans les mois, les semaines et les mois qu'on ont suivi, c'est qu'il avait besoin d'en parler, et c'était, les adultes qui s'attendaient pas à ça. Et c'est pareil, moi, ça me faisait sourire intérieurement parce que du coup, la bombe la bombe au milieu d'un repas avec des adultes. Oui, bah, moi, j'avais un petit frère et il est mort, en fait. Et alors là, les adultes, ding c'est ou même, au sein de la famille, hein, de dire, «Bah oui, Gabriel, il est mort». Bah oui, il est mort, voilà. Et donc, je crois pas lui je sais plus si on lui a montré, je crois qu'on lui a montré une photo, on lui a demandé s'il voulait, et j'avais choisi une photo qu'on avait mis en noir et blanc, enfin voilà, le truc, qui était mignon, qui était le moins choquant possible. Et ça m'inquiétait pas parce que d'accompagner les fratries en cas de prématurité, en fait, les aînés, ils ont pas de référence comme nous adultes, en fait, et ils ont pas le même rapport à la mort et tout ça. Donc en gros, tu dis: «Bah voilà, c'est un bébé, il est un peu petit», bah OK, c'est un bébé, il est un peu petit, quoi. De toute façon, à la base, il sait pas à quoi ça ressemble un bébé, hein. Enfin, je veux dire, il a pas une idée du poids, attendu. Et donc on a fait ça au fur et à mesure, avec beaucoup de câlins, avec, des explications. Et la suite, c'est le congé maternité sans bébé. Un moment dur et difficile, mais salvateur aussi pour Marie. Pendant ce temps-là, elle est loin de l'hôpital et dédie tout son temps à se reconstruire, à essayer de se relever, à prendre un peu soin d'elle, à prendre soin de sa douleur aussi. Oui, en prendre soin. On a cherché nous-mêmes les gens qui allaient pouvoir nous aider, au niveau de la famille, des amis. On savait où étaient nos soutiens, et on a fait ce qu'on avait besoin de faire, voilà. Et moi, on était suivis par un médecin qui faisait de la médecine chinoise. Mais en fait, elle m'a dit,
Quand il y a une douleur, ça sert à rien de l'homme a tendance à mettre une carapace et à la mettre sous le tapis et à calfeutrer tout ça et à la cacher pour l'oublier et en fait, c'est pas la bonne façon de faire parce qu'un jour, ça ressort et ça vous explose à la tête. En gros, quand il y a une douleur comme vous avez vécu, il faut en prendre soin, il faut la chouchouter, il faut la caresser et il faut l'aider à cicatriser. Et en fait, elle m'a sauvé mon deuil, je crois. Parce que effectivement et c'est quelque chose que j'ai fait après pour accompagner les parents, en disant: «Ne niez pas votre douleur, soyez capable de dire que ça va pas quand, on vous demande si ça va». Sachant que quand vous répondez que ça va pas, généralement, les gens en face ne savent plus quoi répondre et où se mettre. Mais on n'est pas obligé, quand on dit ça va, on n'est pas obligé de dire oui, oui, ça va. On peut dire bah non, en ce moment, ça va pas. Mais je te demande pas de m'aider, mais, mais ça va pas. J'étais vraiment là-dedans et de me dire, bah voilà, je vais m'occuper de ça pendant mon congé mater. Et puis, en gros, en plus, moi, j'avais toujours plein de trucs à faire. J'adore bricoler, de la cuisine, des machins. Donc, je vais pas m'ennuyer. Je vais m'occuper de mon fils et puis ça va être bien. Et puis au final, tu as quand même ce nuage de chagrin et de tristesse qui fait que tu as pas envie quand même de faire tes bricolages et ta cuisine et tout. Mais c'est ce temps de transition qui est hyper nécessaire. Et puis j'avais peur de retourner travailler. J'avais peur de ce que j'allais pouvoir ressentir. Ça fait quoi de retourner au travail, de retourner dans un service avec de tout petits bébés qu'il faut aider à vivre quand son propre enfant n'est plus là? Et puis en réanimation néonatale, il y a aussi les bébés qui ne sont plus. Et Marie, elle sait ce que ça fait au plus profond de son cœur de maman et de soignante. Gabriel n'est certes pas dans ses bras quand elle rentre chez elle après une journée de travail, sauf qu'il est là, d'une certaine manière, pour l'aider à se rendre compte de ce qui est essentiel pour accompagner du mieux possible les parents. Et ce qui est essentiel, parfois, réside dans les choses les plus simples, les choses presque invisibles, mais qu'on voit, avec le cœur. Et il se trouve que dans les semaines qui ont suivi, une maman qui avait accouché de jumeaux justement, dont un était décédé. Et où il y a eu lors des transmissions, je sais plus qui avait dit: «Enfin bon, c'est bon là, ça fait 3 semaines, elle va peut-être pouvoir s'en remettre et s'occuper de celui qui va bien». Et je m'étais dit: «Mais c'est» il y a un fossé entre ce qu'on pense du deuil et ce qu'on vit du deuil, quoi. Et en tant que soignant, il faudrait qu'on soit plus, sensibilisés parce que du coup, ça nous permet de nous rendre compte, derrière la théorie, de vraiment ce qu'on peut vivre en pratique, quoi. Pour l'avoir vécu moi personnellement, je me suis rendu compte que le soutien, des fois, il est dans une main qui est posée, il est dans le fait de s'asseoir alors que tu as pas le temps. Ça, c'est un truc que je faisais déjà, mais ça m'a confortée dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'en réa, on court tout le temps, mais rentrer dans une chambre et s'asseoir face à la maman, même si tu es assis que 2 minutes, ça change l'accompagnement que d'être resté debout la main sur la porte. Et ça, on te l'apprend pas à l'école, en fait. Alors si, on va t'apprendre un peu l'attitude du soignant, mais on va t'apprendre un peu comment on écoute et tout. Alors peut-être que maintenant on l'apprend un peu plus, mais donc ça m'a changé dans ma façon. Enfin, ça m'a conforté que l'accompagnement, c'était aussi avec un regard, avec une main posée au bon moment, en fonction des besoins de la personne en face. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être touchés, mais voilà. Ça a vachement joué. Et de me conforter dans le fait que c'est important de s'asseoir. Parce qu'en fait, quand toi, tu es dans un lit ou dans une chaise et qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi, tu pas dans la même écoute que quelqu'un qui s'assoit. Et qui prend le temps de s'asseoir, même si elle se relève 1 minute après. Elle s'est assise. Elle a montré, en fait, qu'elle avait un temps de disponibilité pour toi. Même si tu sais que derrière, elle va courir et qu'il y en a 15 qui sonnent, quoi. Marie, ce qu'elle aime, c'est parler aux bébés. À ceux qui, minuscules et dont la vie ne tient qu'à un fil, sont hospitalisés, mais qui ont besoin de la voix d'une personne pour être bercés. Parler à ceux dont le cœur a cessé de battre aussi, parce que c'est important de les accompagner jusqu'au bout. Communiquer, verbaliser, expliquer. Expliquer à Gaëtan que Gabriel n'est plus là, et puis expliquer à cet autre enfant, à ce troisième enfant qui n'est pas encore là, l'histoire familiale, l'histoire de cette fratrie cabossée. Car Marie, quelques mois plus tard, découvre qu'elle est de nouveau enceinte. On se demande souvent comment trouver les mots. Alors j'ai demandé à Marie comment elle s'était adressée à cette petite fille qui n'était pas encore née, à sa petite Valentine, qui voit le jour, un peu plus d'1 an, après Gabriel. On lui a parlé quand elle était dans le ventre, on lui a expliqué pourquoi des fois j'étais triste, enfin on a fait de l'autonomie, donc je lui ai raconté tout ça. Et bah, en fait, c'est tricher de dire que c'est intuitif, parce que c'est intuitif, mais parce qu'on a eu des données avant, parce qu'en fait, moi, je parle au bébé depuis l'école de puère, parce que je suis convaincue qu'il faut poser des mots sur ce qui se passe, voilà. Et puis avec l'autonomie, elle avait elle aussi une approche suite à la naissance de Gabriel. Elle a discuté avec nous sur tout ce qui était intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on a fait un arbre généalogique pour voir dans la famille
les histoires de bébés décédés. Enfin, c'est un peu particulier, hein, tout ce qui est bagage intergénérationnel, etc. Mais on en parle de plus en plus, des transmissions, de ce qu'on peut porter, des secrets de famille. Alors, dans mon souvenir, je crois que je lui disais, en fait, juste, je lui disais que c'était peut-être un peu compliqué pour moi, que j'étais désolée que cette grossesse, elle soit peut-être un peu compliquée pour moi, mais parce qu'avant, il y en avait une autre et que ça s'était mal passé. Et que du coup, j'étais forcément inquiète, mais que c'était pas de sa faute et qu'il fallait qu'elle se développe bien et que ça allait aller et qu'on était là et qu'on l'aimerait quoi qu'il arrive. Et voilà. Et dans ma tête, en fait, c'est un truc que je conseille aux parents aussi. C'est un peu cet effet d'annonce, un peu comme les enfants qui sont adoptés et tu dis à partir de quand on va leur dire qu'ils sont adoptés. En fait, moi, j'avais pas envie d'avoir cette espèce de secret de famille, de machin, parce que les enfants, bon, déjà, il y avait le grand hein, qui savait, mais ce qu'on appelle les bébés arc-en-ciel, les bébés qui arrivent après, je trouvais ça important de le dire, et je me suis dit, bah, si on commence dès maintenant, ce sera une évidence, il y aura plus d'annonce, puisqu'on en aura parlé dès le début. Donc, il était clair avec mon mari qu'on en parlerait dès la naissance, parce qu'on ne savait pas comment on allait réagir, si on allait être triste, ce que ça allait renvoyer, etc. Donc, en fait, on s'était dit, dès la naissance, on lui dira qu'on est hyper heureuse qu'elle soit là, parce qu'avant elle, ça a été très difficile. Et en se disant, si on commence à en parler dès qu'elle est bébé, comme on en a parlé avec le grand, bah, en fait, Gabrielle va prendre sa place intuitivement dans votre histoire de famille. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce qu'en plus, nous, on a planté un arbre pour chaque naissance, enfin un arbre ou un arbuste, et Gabrielle a eu le sien. Donc en fait, alors on n'a pas d'empreinte, c'est un truc qu'on n'a pas fait du coup, et ça c'est un des trucs que je regrette, mais sur le moment, je sais pas, j'y ai pas pensé, j'avais pas envie. Mais on a des photos qui sont rangées, mais qu'on peut les... Il y a rien de visuel à la maison de Gabriel, mais il a son arbre dans le jardin, de la même façon qu'il y a l'arbre de Valentine et l'arbre de Gaëtan. Donc du coup, c'est... Et t'as arrosé l'arbre de Gabriel? Donc en fait, il est là, mais sans être trop et pas assez. C'est-à-dire qu'il est présent, et puis quand ils ont envie d'en parler, on en parle. Et quand ils ont envie d'en parler, on en parle. Parler pour faire vivre, parler pour accompagner, parler pour ne pas oublier. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à Marie d'avoir accepté de témoigner au micro d'Au revoir podcast. Aujourd'hui, Marie ne travaille plus en réanimation néonatale, mais elle exerce sa profession de puéricultrice autrement. Elle trace sa propre voie, en libéral. Parce que son cœur lui a dicté qu'elle pouvait accompagner les parents et les bébés d'une autre manière. Je suis Sophie de Chivray et je suis aux manettes d'Au revoir podcast depuis septembre 2020. Si vous souhaitez donner à ce projet davantage de visibilité, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.